Je m'appelle Monique Renaud. Je suis née ici en Belgique en 1929 à Uccle. Et ma mère et moi, nous sommes partis en Chine que j'avais 3 ans. Ça, c'était, à ce moment-là, c'était toujours l'ancien régime nationaliste chinois, donc. Et il y avait assez bien de guerre interne, c'était tous des généraux qui se battaient entre eux. Et on était habitués à ça, mais ça ne nous gênait pas dans notre vie, quoi, comme nous vivions à Tientsin. Ça devait être dans les années 30, 35. Ouais. Moi, j'ai vécu les grandes inondations qu'on a eues en 1939 en Chine, parce qu'il n'y avait pas de barrage ni de digue, et le fleuve, le Yangtze, c'était fort élevé. Inondation dans les villes jusqu'à presque 2 mètres de hauteur. Enfin, ça a été vraiment, vraiment terrible. Ce qui fait qu'avec tout ça, ma mère, à ce moment-là, en Chine, a rencontré mon beau-père, qui est devenu mon beau-père. Et lui, il avait une société d'exportation, il travaillait avec les États-Unis. C'était déjà une période difficile, parce qu'on devait avoir un brassard rouge qu'on devait porter, que les Japonais, nous n'étions pas internés, mais chaque grande ville chinoise avait été... ils avaient créé des concessions, il y avait des concessions dans chaque grande ville. Et les concessions existaient parce que l'impératrice chinoise, qui avait été en guerre avec les alliés, avec les différents pays européens qui étaient venus attaquer la Chine à ce moment-là, parce qu'ils voulaient faire le commerce, et elle ne voulait pas faire du commerce avec les Blancs. Elle avait peur des Blancs, et pour terminer la guerre, elle a été obligée de signer un armistice. Et de cet armistice, elle avait été obligée de donner une partie du territoire dans chaque ville, des concessions, à chaque un des pays. Alors il y avait la concession anglaise, la concession française, la concession allemande, et les ressortissants de ces pays vivaient dans ces concessions différentes. Vous aviez ça à Shanghai, à Pékin, à Tientsin, vous voyez? Mais quand les Japonais étaient les derniers, un peu avant qu'on soit interné, 1 an à peu près avant, les Japonais avaient créé des barricades entre chaque concession. Et quand on passait d'une concession à une autre, nous étions libres, mais on devait passer par ces barrières-là, hein, et on était fouillés. Et alors, ils en avaient surtout beaucoup sur les Anglais. Alors, les femmes anglaises étaient fouillées à fond, hein, vous voyez? Le genre, ce qui était vraiment pénible. Mais enfin, bon, parfois il y avait des familles qui vivaient dans une concession, une partie et une autre partie dans l'autre. Parfois c'était un peu compliqué pour se voir ou se communiquer. Et les affaires allaient très bien. Enfin, mon beau-père gagnait bien sa vie, nous vivions bien, jusqu'au moment où, déjà, ça avait commencé donc avec la domination japonaise. Les Japonais étaient devenus les maîtres de la Chine et ils ont dominé la Chine pendant 10 ans. Et entre-temps, la guerre a été déclarée ici en Europe. Et le Japon faisait partie donc des alliés, était allié avec l'Allemagne et l'Italie. Le roi était parti, donc je crois que c'était en Autriche qu'il se trouvait, et notre gouvernement est allé à Londres. Et de Londres a déclaré la guerre au Japon. Ce qui fait que les Japonais nous ont obligés à quitter, nous avons dû... ils nous ont rassemblés, on a eu hors de quitter nos demeures.
et de nous réunir. Et ils ont fait venir aussi tous les missionnaires de Père des Scouts, tous ces missionnaires qui se trouvaient en Mongolie et en Mandchourie. Il y en avait là-dedans qui étaient fort âgés, qui n'avaient plus vu de blanc depuis 20 ans, qui vivaient avec les villageois. Hein, pour eux, c'était leur famille. Hein. Et alors, ce qui fait qu'eux aussi avaient dû quitter les missions là-bas pour se rejoindre, pour venir dans les camps. Ils nous avaient donné des instructions qu'il fallait réunir des choses dont on aurait besoin dans le camp. Donc, notamment des vêtements. Mais chacun avait une ou deux valises ou une malle, enfin, suivant le cas, et des ustensiles de cuisine. Et alors, toutes les choses, vraiment les choses strictement nécessaires. Et aussi la literie. On pouvait prendre avec nous de la literie, mais naturellement, ça c'était organisé par les Japonais sur des charrettes, des chariots, tout ça. On a quitté notre demeure dans des rickshaws, vous savez, c'est les pousse-pousse. Hein, et on a dû traverser toute la ville. On était tous, les familles, sur ces pousse-pousse donc. Et toutes les personnes, les amis qui n'étaient pas internés dans le camp étaient sortis pour venir nous dire au revoir. Et notamment, on avait pas mal d'amis français. Et alors, les gens, naturellement, tout le monde pleurait. Et comme ça, on est arrivé jusqu'à la gare de Tientsin. Et là, on a été, nos amis sur le train jusqu'à Weihsien. Notre camp s'appelait donc le camp de Weihsien, dans la province de Shantung, donc pas loin de la côte. Et c'était une ancienne mission américaine qui était moitié université, moitié hôpital. Et ça avait été abandonné depuis quelques années. Et les Japonais avaient trouvé que ça convenait parfaitement comme camp. Mais ça avait, comme je dis, été abandonné. Nous sommes arrivés jusque-là, c'était dans un état épouvantable. Heureusement qu'avec nous, nous avions les prêtres missionnaires. Parmi eux, il y en avait qui étaient encore assez jeunes, en bonne santé, des hommes grands, et se sont tout de suite, par après, attelés à faire le nettoyage, tellement il y avait des monticules des blés. Et quand naturellement on a vu ça, c'était effroyable, comme impression déjà de voir tout ça. Le camp était gardé avec des miradors. Ils avaient mis des fils barbelés, électrifiés. Les soldats japonais déambulaient, faisaient la ronde 3-4 fois par jour, avec des épées, les fusils par moment. Et alors quand ils remarquaient quelque chose, ils commençaient, c'est pas crier, c'est hurler qu'ils faisaient, parce qu'ils ont une façon de crier terrible. Hein, actuellement, vous aviez chaque fois un choc, on ne savait pas ce qu'ils voulaient. Première chose, au début, quand nous sommes arrivés dans le camp, il y avait une grande place où ils nous avaient réunis. Et alors, ils ont commencé à nous donner, avec un interprète, des instructions de la façon dont nous devions agir et nous tenir. Alors, ils ont dit la première chose qu'il fallait faire, c'était nommer un comité qui devait être responsable des prisonniers vis-à-vis de la direction, donc du commandant du camp. Et que s'il y avait quelque chose qui se passait dans le camp, il serait puni. Hein. Puni, on savait bien ce que ça voulait dire. Moi, quand je suis entrée dans le camp, j'avais 13 ans. Et alors, on avait on avait 1800 prisonniers dans le camp. Il y avait 3 cuisines qui avaient été créées dans le camp. Et les cuisines, c'était d'après les grandes villes. On avait la cuisine Pékin, la cuisine Tientsin et la cuisine Tsingtao. La cuisine, en réalité, c'était tous les jours la même chose. Alors ma mère
me disait, va une fois voir, parce qu'il y avait une pancarte qui était affichée, donc, avec le menu. Elle dit, va voir ce qu'on va voir aujourd'hui. En réalité, c'était tous les jours du ragoût. En anglais, ça s'appelle stew. Donc, c'est quelque chose qui cuit lentement. Et c'était composé par des choux chinois, des pommes de terre douces avec la pelure, alors un peu de carottes, oui, des carottes, mais pas très bien nettoyées. Les pelures n'étaient pas bien nettoyées. Dans le fond, tout ça, il y avait de la terre, si on veut, quoi. Hein, bon. Enfin, bon, on avait quand même une base, si on veut, de nourriture. Oui. Et de temps en temps, il y avait un petit morceau de viande, mais c'était vraiment minime. Alors, quand nous étions au camp, heureusement pour nous, que le commandant du camp était un qui avait été déjà là en Chine depuis le début. Et tout ce qu'il voulait, lui, c'était qu'il n'ait pas de problème avec les prisonniers. Tranquillité, hein, tranquillité. Et alors, le comité, on avait créé, nommé donc le comité qui était responsable vis-à-vis du commandant japonais. Et il y avait notamment des Anglais qui sont très forts en ce qui concerne l'organisation. Nous avions aussi dans le comité M. Pander, belge, qui était directeur de la banque, que nous avions banque belge pour l'étranger à Tianjin. Et lui était, disons un peu par hasard, avait deux chambres à côté de notre chambre à nous. Ce qui fait qu'il était devenu vraiment un très grand voisin et ami. Et alors, donc dans ce comité, naturellement, on n'avait qu'une seule peur, que les Japonais s'en prendraient à ces personnes-là, naturellement. Alors, ce que les Japonais avaient... nous devions travailler, tout le monde travaillait dans le camp. Parce que pour notre survie, bien entendu. Ce qui fait que ça a été le grand chagrin de mes parents. Ils ont été séparés parce que lui, il était autrichien d'origine, mais il avait un passeport italien. Ce qui fait qu'en tant qu'Italien, il ne devait pas être interné. Alors, mais lui, il est allé se réfugier dans une petite ville. Parce que comme les affaires étaient arrêtées, il ne savait plus continuer à travailler, il a dû vivre sur ses ressources qu'il avait. Mais alors, pendant son grand chagrin, naturellement, c'était de ne plus nous voir. Hein. Et il s'en est tellement fait que après le camp, on a presque cru que c'était lui le prisonnier et pas nous, parce que tellement il avait maigri que... Il était vraiment déprimé et tout, parce que pendant toute une période, il était sans nouvelles de notre part, il ne savait pas comment ça allait. Ça. Les débuts ont été très très difficiles. Par après, on s'est habitué, vous savez, comme tout, on s'habitue. Alors, seulement comme il y avait un village chinois pas trop loin du camp, les Chinois sont des grands commerçants, ils avaient bien pensé que ce serait intéressant de faire du marché noir avec les prisonniers. Alors, naturellement, quand nous sommes allés au camp, on a pris de l'argent avec nous. Hein. Et il y avait des familles qui en avaient moins, il y en avait d'autres qui en avaient plus. Ce qui fait qu'on a réussi, grâce aux prêtres qui faisaient le marché noir par-dessus le mur. Hein. Mais c'était très dangereux. Très très dangereux, parce que s'ils étaient attrapés, ils pouvaient être tués, fouettés, enfin, on savait bien que c'était un grand danger. Mais ils le faisaient quand même. Et avec le marché noir, on réussissait à avoir de temps en temps quelques œufs. Mais nous n'avons jamais mangé des fruits frais. Nous n'avions aucun fruit d'ailleurs, pas de légumes frais. On a dû se contenter de ce fameux bouilli, là, si on veut, ouais. Mais alors, on pouvait quand même un peu améliorer parce que les Japonais avaient créé une cantine
où on pouvait avoir, en anglais ça s'appelle le peanut butter, c'est fait à base de cacahuètes, beurre de cacahuètes. Beurre de Ouais. cacahuète. Et alors, donc, un peu d'huile aussi pour cuire, pour la cuisson, des choses qu'on pouvait. Et alors, il y a des fruits qu'on ne connaît pas ici en Europe, mais que là-bas s'appelle le jujube. C'est un peu comme des figues. L'apparence, mais disons le goût, un peu comme des figues. C'est ça. Et donc on pouvait acheter ça. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, ceux-là avaient carrément faim.